Qu'est-ce que le présent dans notre petit univers? Pendant que je pense la phrase que je vais vous dire, elle fait partie de l'avenir. À mesure que je la prononce, elle tombe dans le passé. Le présent, est-ce le moment où je déguste cette merveilleuse liqueur? Non. Tant qu'elle n'a pas atteint mes lèvres, c'est l'avenir. Quand la sensation de son goût, de sa chaleur, qui m'emplit la bouche, quand ce plaisir atteint mon cerveau, il a déjà quitté mon palais. C'est le passé. L'avenir sombre dans le passé dès qu'il a cessé d'être futur. Le présent n'existe pas. Vouloir l'éterniser, c'était éterniser le néant. Inspiration. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Inspiration Podcast. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler du temps et notamment du voyage dans le temps. Je vais vous partager un ouvrage peu connu qui pose pourtant les fondations solides du voyage dans le temps dans la littérature et notamment dans la littérature française. Ce livre, c'est Le Voyageur imprudent de René Barjavel. Encore Barjavel? Oui, je sais. Mais encore une fois, mettons en avant un Français qui a contribué à développer le genre de la science-fiction et qui a exprimé clairement pour la première fois ce que beaucoup connaissent comme le paradoxe du grand-père. Alors, on ne va pas encore présenter Barjavel, que vous connaissez déjà puisqu'on l'a présenté avec La Nuit des Temps ou Ravage dans des épisodes précédents. Cette fois-ci, on va parler du livre qu'il a écrit en 1944 pendant la guerre mondiale. On retrouve Pierre Saint-Menou, un mathématicien français devenu soldat, qui fait une rencontre plus ou moins arrangée qui va changer sa vie. Vous l'aurez deviné, Saint-Menou va s'embarquer dans des voyages dans le temps, assisté par son acolyte Noël Essaillon. Ce roman n'est pas qu'un récit d'anticipation, c'est une méditation sur la condition humaine. L'histoire est à la fois incroyable et farfelue. On y retrouve un mélange entre intelligence pure, approche scientifique et maladresse et naïveté. Le récit est comique tout en posant une ou deux questions existentielles amenées par la possibilité du voyage dans le temps. Et Saint-Menou, le personnage principal, mérite plutôt bien son surnom d'imprudent. Et ça nous montre que la curiosité n'est pas toujours synonyme de sagesse. Ce que j'ai vraiment adoré dans le livre, c'est qu'on a une démarche pseudo-scientifique, donc assez claire, de vouloir aider l'espèce humaine, tout en se questionnant sur la part du bonheur et la capacité d'une civilisation à trouver le bonheur. En plus de chercher le bonheur de l'espèce humaine, Saint-Menou doit trouver le bonheur aussi dans sa vie. Le voyageur imprudent est tiraillé entre l'intérêt collectif et son intérêt individuel. Une fois le décor planté, les graines semées et l'intrigue lancée, Barjavel nous emmène dans des voyages surprenants et inattendus. Et vous, si vous pouviez choisir demain où vous rendre grâce au voyage dans le temps, où est-ce que vous iriez et quand? Nos deux scientifiques, eux, font d'abord le choix d'explorer le futur. Ils se rendent d'abord au moment où se déroule Ravage, quand Paris est en flammes et que l'électricité a disparu. Ils essayent d'étudier la catastrophe pour éviter qu'elle ne se produise. Je vous avoue qu'en découvrant qu'ils étaient arrivés sur la scène de Ravage, j'ai pensé que c'était une suite à l'histoire. Ça m'a donné encore plus envie de dévorer le livre, mais même si c'est lié à Ravage, c'est pas complètement un Ravage 2. Ils vont ensuite bien loin dans le futur, 100 000 ans en avant, pour savoir si l'espèce humaine survit, et surtout, savoir si elle a enfin trouvé le secret du bonheur. Bref, dans ce monde lointain, ils découvrent une civilisation humaine ridicule, organisée de façon sectaire, mais qui aide à se poser des questions sur le bonheur et notre façon de vivre. Et c'est vraiment stylé parce que c'est exactement ce que je recherche en général dans les livres. C'est toujours un pari que font les auteurs de science-fiction dans leurs ouvrages, ils imaginent un futur à l'humanité à partir de leur époque, ici 1944, et doivent réussir à anticiper des tendances à l'échelle mondiale qui pourraient peut-être se développer et donner de la pertinence à leur récit dans le futur pour que l'on puisse y retrouver à notre époque des similitudes qui nous font réfléchir sur ce que l'on est devenu. Là, Barjavel nous propose donc une civilisation hyper spécialisée, tellement spécialisée que ça en devient ridicule. Certains hommes n'ont plus d'organes sexuels, ni de système digestif. D'autres ne sont que des ventres qui mangent pour nourrir les autres. Nos scientifiques ont donc exploré ce monde à la recherche d'une preuve du bonheur de ces individus futuristes. Mais voici leur constat. Au cours d'un certain nombre de voyages qui précédèrent ma première exploration en l'an 100 000, j'avais pu suivre le début de l'évolution subie par l'humanité à partir de l'an 2052. Cette année-là, l'énergie que nous nommons l'électricité disparut.
Les survivants, je puis bientôt m'en assurer, disposèrent d'une force nouvelle, issue de leur cerveau. Peut-être l'électricité n'avait-elle fait que se transformer. Certains indices m'inclinent pourtant à croire que l'énergie nouvelle existe déjà de nos jours. Mais nous ignorons son existence et négligeons de la découvrir, car la puissance de nos machines nous suffit. Ensuite, Saint Menou explique comment un roi a asservi son peuple grâce à cette force. Le nouveau souverain était un bon vivant. Il voulut faire le bonheur de ses sujets, de tous ses sujets, sans injustice. Il commença par rechercher quelques cerveaux puissants, constitua par leur réunion une sorte d'accumulateur d'énergie mentale. Cet organisme portait dans la langue de l'époque le nom de Brain Trust. Les hommes de cerveau faible, c'est-à-dire la multitude, subirent sa volonté. Il commanda au roi lui-même et l'absorba. Il devint le maître de l'humanité. Dès cet instant, les hommes qui le composaient perdirent leur individualité. Ils ne purent profiter de leur toute-puissance. Leur volonté commune, tendue vers le bonheur de leurs semblables et qui dirigeait inexorablement ceux-ci vers une étrange félicité obligatoire, les ployait eux-mêmes sous sa loi. Ils devinrent malgré eux les serveurs de la cité qu'ils commandaient. Leur nombre augmenta, leur puissance collective s'accrut prodigieusement. Leur pouvoir personnel était nul. La force qui émanait d'eux semblait vivre une vie propre. Les principes de justice et de bonheur social, pensés de façon exacte par les cerveaux des hommes, se libéraient de l'autorité humaine qui n'avait jamais su les appliquer. Ils se constituaient en énergie indépendante, ils allaient désormais régner avec une parfaite rigueur. Pour le bien de tous, la force nouvelle a fixé à chaque homme une tâche précise, à modifier son corps afin de lui rendre son travail plus facile, à diminuer la puissance de ses sens dans le but de lui éviter non seulement toute douleur, mais toute sensation inutile au fonctionnement de la cité. Ainsi, l'homme est-il devenu peu à peu, au cours des siècles, la cellule d'un corps social parfait. Il ne voit, n'entend, ne sent que ce qui concerne sa tâche, dont rien ne le détourne. Il ne connaît ni la souffrance, ni le regret, ni l'envie. Pour prendre un peu de recul sur cette proposition bizarre de Barjavel, il faut savoir qu'il a tenté d'imaginer un monde après Ravage où l'électricité avait disparu et que l'homme devait évoluer pour se reconstruire. Il a imaginé un monde où l'énergie n'était plus transportée dans des matériaux conducteurs, mais à travers l'esprit humain. Il a imaginé un monde où c'était en fait les processus organiques humains qui étaient industrialisés pour optimiser les tâches de l'espèce humaine intrinsèquement. L'homme s'est donc modifié lui-même pour sa survie, plutôt que de modifier son entourage et de peser sur la nature. Dans ces passages, la nouvelle civilisation m'a beaucoup fait penser au fait que les jobs dans lesquels nous sommes désormais sont très compartimentés, et que pour des raisons de productivité, on ne fait plus qu'une partie d'un travail plus grand, et où on perd en sens, car on n'a plus de visibilité sur la vraie valeur qu'on fournit à grande échelle. Et ça, c'est une évolution du travail qui a été lancée avec le taylorisme et qui reste d'actualité aujourd'hui. On retrouve aussi la notion de pouvoir et l'évolution du pouvoir chez les hommes, qui passe beaucoup plus par l'influence, comme si la capacité à faire des choses aux gens de leur plein gré était la nouvelle force qui viendrait remplacer l'énergie. Alors c'est un peu forcé comme lien, mais moi ça m'a évoqué la monétisation de l'influence qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce sont bien entendu des démarches qui n'ont pas la même portée, mais qui montrent qu'il y a une valeur à savoir orienter le comportement des individus. Dans le récit, les scientifiques se prennent un petit peu à jouer à Dieu innocemment, et vont même jusqu'à se poser la question de son existence en faisant des tests très simples. Ils constatent que certains événements arrivent invariablement, quels que soient les petits changements qu'ils effectuent dans le passé. Ils se demandent alors si Dieu existe et s'il n'a pas déjà décidé globalement de l'avenir de l'espèce humaine, peu importe les individus remarquables qui portent le changement. Par exemple, est-ce que tuer Hitler avant qu'il ne prenne le pouvoir aurait vraiment permis d'empêcher la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce que la Seconde Guerre mondiale n'est pas finalement un événement invariant décidé par une puissance plus grande que l'homme ? À travers des aventures de ce style, les deux scientifiques vont donc mener une recherche sur le bonheur et la condition humaine qui nous fait réfléchir à nos vies à nous, à nos échelles. Là où ce livre se différencie des autres, je trouve, c'est que dans la démarche de Barjavel, il apporte des questions et des raisonnements qui sont hyper concrets sur le concept du voyage dans le temps, sans fioritures, et sur la réflexion autour de cette quête du bonheur, tout en proposant un récit comique, et dans lequel les personnages n'ont pas vraiment de plan ni de vision, ils tâtonnent, ils se cherchent, et du coup on cherche avec eux, on réfléchit avec eux. On se dit « quel idiot, pourquoi il a fait ça ?» On se dit « ah moi j'aurais bien aimé voir ça plutôt »,
On se lamente de la fin ouverte du livre qui à la fois apporte une piste de réflexion sur le bonheur, mais aussi sans répondre à d'autres questions existentielles auxquelles il nous faudra répondre par nous-mêmes. Enfin bref, vous l'aurez compris, je recommande vraiment ce livre, que vous aimiez la science-fiction ou pas. Si vous aimez explorer de grandes questions avec une belle touche d'humour, vous allez forcément apprécier votre lecture. Personnellement, c'est le genre de livre que j'aimerais pouvoir relire pour la première fois, et je me dis même que ça ferait un très bon film. Et pour terminer, je vous laisserai donc sur une réflexion sur le bonheur qui est issue des sujets qu'on peut retrouver dans le livre. Dans le futur, les hommes vivent sans peur, sans faim, sans colère. Ils ont tout ce qu'ils désiraient, des cités parfaites, des vies sans douleur, des jours sans surprise. Et pourtant, il demeure un grand vide parmi eux. Comme si, à force de vouloir être heureux, on avait oublié comment l'être. Peut-être que le bonheur n'est pas ce qu'on atteint. Peut-être qu'il n'existe que dans ce qu'on traverse. Dans les instants où l'on souffre un peu, où l'on aime trop, où l'on espère encore. À quoi bon vivre éternellement si on ne vit plus vraiment ? À quoi bon connaître tous les temps si on perd celui qui compte, le présent ? Alors demandons-nous, et si le bonheur, ce n'était pas de comprendre le monde, mais simplement d'avoir la chance de le sentir battre, ici et maintenant ? Merci de nous avoir écoutés, et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.